Vous êtes maintenant connecté à Point de vue, le podcast qui vous amène près du ring où chaque coup raconte son histoire. Bonjour fans de boxe. Cette semaine, au Point de vue, on va parler de plusieurs sujets, dont la conférence de presse qui a eu lieu avec Tyson Fury, champion du monde WBC des lourds, l'acquisition de Jim Alexis Barrière, qui est aussi le partenaire d'entraînement pour Tyson Fury, pour le préparer contre Alexandre Usyk le 18 mai prochain. Et on va survoler la conférence de presse aussi qui a lieu aujourd'hui, officialisant l'ultime unification entre Arthur Beterbiev, champion WBC, WBO, IBF des mi-lourds, et Dimitri Bivol, que lui, la couronne WBA lui appartient. Donc, ça va être une unification qui est fort attendue. C'est le combat le plus attendu dans toutes les divisions de la boxe et ça, dans tout l'univers de la boxe, dois-je aussi le mentionner. Avant, on attendait avec impatience Alexandre Usyk, Tyson Fury. Le train est en train de passer sur la popularité de ce combat-là. Il va quand même être regardé. Mais vraiment, ce qu'on ce qu'on attend pour les fans, ce qu'on veut, ce qu'on essaie de voir le plus, c'est si Arthur Beterbiev va être capable de devenir le premier champion 4 couronnes de l'histoire des mi-lourds ou Dimitri Bivol, parce que c'est un combat 50-50. C'est soit Dimitri Bivol l'emporte par son énorme talent, son jeu de pied, ses combinaisons, ses mouvements, ou la monstrueuse force de frappe d'Arthur Beterbiev va peut-être venir à bout de Dimitri Bivol, mais il bouge tellement bien. Est-ce que Beterbiev va être capable de l'atteindre en combinaison? On va voir. Ça va être chaud de se disputer un combat aussi égal, un combat compétitif, un duel que les fans de boxe ont besoin et méritent. Je reviens sur la conférence de presse qui a eu lieu cette semaine avec le champion linéaire. On va en parler de ce linéaire. Et WBC des lourds qui a 3 défenses de titre en 4 ans. Le self-proclaim meilleur champion des lourds de l'histoire. Ça, c'est des grandes chaussures à chausser, ça. C'est le 18 mai que Tyson Fury doit affronter Alexandre Usyk. Alexandre Usyk, lui, est le champion de WBA, WBO, IBF des lourds, ancien champion 4 couronnes, le premier champion 4 couronnes de l'époque des 4 titres. Des cruiserweights de l'histoire. Lui qui a conquéri tous les titres cruiserweight dans la cour de ses adversaires, que ce soit contre Miris Bradis, Christophe Kowalski et bien entendu Muryad Gaziev à Moscou. C'est aussi un médaillé d'or olympique aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Il a vaincu Arthur Beterbiev chez les amateurs 2 fois. Il s'est fait battre 1 fois par Arthur Beterbiev, dont la trilogie est menée par Usyk 2 contre 1. C'est un combat qui va déterminer l'ultime unification de la division reine. La division reine qui se veut la division la plus populaire, la plus intrigante de la boxe encore aujourd'hui. On connaît les grands noms qui ont parcelé l'histoire des lourds comme Muhammad Ali, Mike Tyson, Jack Dempsey, Rocky Marciano, James G. Jeffries, James G. Corbett, Joe Frazier et j'en nomme Lennox Lewis, Joe Louis, Larry Holmes, il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est une histoire qui est tellement riche, qui a perdu un peu de son blason dans les récentes années depuis que, soyons francs, depuis la retraite de Lewis et quand les Klitschko ont commencé à dominer cette division-là, une division qui était de plus en plus faible. Donc, Fury, on le voit, Tyson Fury est arrivé dans cet échiquier-là, surtout en 2015, avec sa victoire, qui était pour moi toute l'apparence d'un fixe, contre Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko n'a rien fait pour gagner ce combat-là. Donc, Tyson Fury est devenu champion de WBA, de WBO et IBF des lourds. Et on le voit que présentement, il n'est pas pressé d'affronter Alexandre Usyk. Le combat entre Usyk et Fury devait initialement avoir lieu en avril 2022. Ce n'est pas arrivé. Le 3 décembre 2022, ça devait être Alexandre Usyk. On se souvient du fameux 70-30 du partage des revenus entre Tyson Fury et Usyk. Tyson Fury qui a amené ses négociations publiques et qui a dit à Usyk qui méritait 70% des bourses et à chaque jour qu'il sortirait, qui hésitait, si on veut, d'accepter l'offre, il allait enlever 1%. Et à sa grande surprise, Usyk a calé son bluff et il a dit « Je vais le prendre, ton 30%. Si je vaux 30%, je vais le prendre, le 30%. » Mais Usyk ne savait pas quoi faire, donc il a dit que je veux dire, Tyson Fury ne savait pas quoi faire. Donc, il s'est peinturé dans un coin. Et éventuellement, il a choisi Derek Chisora comme défense de titre. Derek Chisora qui n'était pas un top 10. Donc, une conférence de presse qui
qui s'est vu que Tyson Fury s'est présenté comme un historien de la boxe, un encyclopédie de la boxe, en soulignant à qui veut l'entendre qu'il est le champion linéaire. Puis c'est quelque chose qu'on va aujourd'hui déterminer la valeur. C'est quoi un champion linéaire? Est-ce que ça a vraiment la même valeur qu'un titre normal ou ça n'a pas de valeur ou c'est juste quelque chose d'honorifique comme le Ring Magazine title? Puis tout au long de cette conférence de presse-là, c'est un peu rire des fans en faisant de la désinformation. Tu peux dire que quand tu perds un combat, tu l'as gagné. Tu peux essayer, tout boxeur, tout athlète a son ego. Mais de là, de mentir sur des faits, d'en faire de la désinformation, je trouve qu'il y a de la marge. C'est comme quand Tommy the Duke Morrison a dit qu'il était 2 fois champion du monde des lourds, alors qu'il est une fois, le titre WBO des lourds, et le titre IBA n'est pas un titre majeur. Vinny Pazienza qui dit qu'il est 5 fois champion du monde, alors qu'il est 2 fois champion du monde. Les 3 autres titres qu'il a remportés, c'est des titres mineurs. Même chose pour Jean Pascal, qui dit qu'il est 5 fois champion du monde pour surpasser l'exploit d'Arthur Beterbiev ici au Québec, disant qu'il est le plus grand boxeur de l'histoire du Québec, ce qui est absolument faux. Il est 1 fois champion du monde, WBC des Milo, quand il a vaincu Adrian Diacono en 2009. Et le titre WBA qu'il avait, c'était le titre régulier, qui était la moindre version du vrai titre WBA des Milo, détenu par Dimitri Bivol encore aujourd'hui. Donc, on a aussi déterminé que, selon Fury, si tu es grand et gros, tu es plus fort que les autres boxeurs, tu es dominant. Tu es meilleur étant donné que tu as un avantage du poids et de la taille, ce qui est vrai dans certains cas. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la victoire de Ruslan Chagaev, qui est un gaucher, un boxeur d'Ouzbékistan, ancienne République soviétique, sur Nikolai Valuev, le plus grand champion des lourds, qui est le géant de 7 pieds. C'est une victoire qui a lieu le 14 avril 2007. Chagaev, noté, est 6 pieds 1. Avait un désavantage de 91 livres sur Valuev. Un désavantage de 91 livres. Nikolai Valuev était presque 100 livres plus que lui et était 7 pieds, le plus grand champion des lourds de l'histoire, plus grand que Primo Carnera, plus grand que Jess Willard, plus grand que Tyson Fury même. Donc, c'est le style qui fait qu'un boxeur a l'avantage sur l'autre. C'est la stratégie. C'est comment appliquer son style. Style make fights. Ruslan Chagaev est resté à l'intérieur, a brassé Valuev et a gagné. La même chose pour David Haye. Parce que selon ce que David Haye a battu en 2009 Nikolai Valuev, en restant prêt, en l'évitant, avec des mains hautes, le haymaker comme on dit. Et c'est le style de Haye qui était beaucoup trop rapide. Un jeu de pied vraiment d'une exactitude et d'une... Comment je vais dire? Il danse dans le ring comme Ali, un peu. Une carrière un peu qui a été abrutie, qui a été abrupte pour Haye, mais il était champion des lourds et champion des cruiserweight. Et ce que Tyson Fury essayait de dire, c'est que tous les cruiserweight qui sont montés, incluant Evander Holyfield, n'ont pas eu de succès chez les lourds. Et c'est aberrant de dire ça, que tu peux descendre quelqu'un pour te remonter, mais là, tu descends des légendes. Evander Holyfield est un des champions les plus respectés de l'histoire de la boxe, toutes catégories confondues. Il a été champion des cruiserweight avec des victoires contre Dwight Mohamed Kwawi d'ailleurs. Et est montré chez les lourds, il est devenu 4 fois champion des lourds. Avec des victoires contre Mike Tyson, même si c'est disputé. Est-ce que Holyfield aurait dû se faire disqualifier pour les coups de tête? Moi, je le crois. Des victoires contre Michael Moorer, Alex the Destroyer Stewart, Ray Mercer, Michael Dokes, Pinklin Thomas. Certains des boxeurs que je viens vous nommer sont plus grands qu'Evander Holyfield. D'ailleurs, Evander Holyfield s'est fait voler une décision en 2008 contre Nikolai Valuev pour le titre WBA des lourds. Holyfield avait 47 ans et a gagné plus de rounds que Valuev, mais on a déterminé que Valuev gagne le combat alors qu'un comité de 5 juges à l'WBA a décidé après le combat que Holyfield aurait dû l'emporter. Donc, insulter son héritage, c'est beaucoup, c'est outrageux. C'est insultant, c'est un énorme manque de respect de la part de Tyson Fury, qui se dit qu'il est une encyclopédie de la boxe, puis qui désinforme les fans comme ça pour pouvoir se remonter. C'est comme quand il avait dit qu'il était le premier champion des lourds à avoir 2 trilogies. D'ailleurs, c'est totalement faux. Il y a 2 trilogies contre Deontay Wilder et, bien entendu, Derek Chisora. Et Holyfield en a eu 2 aussi. Hein. Il y a eu contre Riddick Bowe, il y a eu contre autres boxeurs aussi, contre John Ruiz. Il y a eu Mohamed Ali.
qui a eu 2 trilogies. Ken Norton et Joe Frazier. Jersey Joe Walcott a eu 2 trilogies. Le Cobra de Cincinnati, Hazard Charles a eu 2 trilogies aussi. Donc, dis pas que tu es un historien de la boxe quand tu n'es pas capable de mettre des faits sur la table. Ça, c'est important. Ça, c'est important de le dire. Et on est rendu à un point que de se dire que, en passant, Jack Dempsey, 6 pieds 1, a détruit Jess Willard en 1919, qui est 6 pieds 8 pour le titre des lourds. Jack Dempsey a envoyé 11 fois en 3 rounds Jess Willard à terre. Jess Willard qui avait passé le knockout à Jack Johnson, le premier champion des lourds noirs de l'histoire. Donc, ça, c'est un autre fait. Et est-ce que dans toute cette conférence de presse-là, Tyson Fury n'a jamais mentionné que Mike Tyson, qui est 5 et 10, Mike Tyson a dominé la division des lourds entre 86 et 90 en battant des gars comme James Bone Crusher Smith, Tony Tucker, Tony Tubbs, Pinklon Thomas, Trevor Berbick, Tyrell Biggs, médaillé d'or olympique, Donovan Razor Ruddock, c'était en 91, tout ce kit, mais il a dominé la division des lourds. Il a déjà battu Bruce Seldon, l'Atlantic City Express. Il a accompli beaucoup. Frank Bruno, le titan britannique. Donc, c'est quand tu oublies de mentionner qu'un petit boxeur a dominé des géants, passant Bone Crusher Smith à 6 et 5. La même chose pour Carl Williams, qui a fait 1 minute 33 en 89, excusez-moi, contre Mike Tyson. 1 minute 33, il s'est fait descendre par un crochet de gauche à cause du steel peekaboo. Donc, il faut mentionner ce genre de choses-là. C'est grave d'y aller avec je suis le plus gros, donc je suis le plus fort. Parce qu'il sait très bien qu'Alexandre Usyk a le style pour le battre. Notamment, il est gaucher. Notamment, il sait comment rentrer à l'intérieur. Il a un excellent jeu de pied. Il peut donner beaucoup de mots de tête à Tyson Fury. Je ne dis pas qu'il va l'emporter. Moi, selon moi, Alexandre Usyk va l'emporter. Mais je ne dis pas que Tyson Fury n'est pas un bon boxeur. C'est un bon boxeur, mais ce n'est pas un grand boxeur. Oui, il est grand, question taille, mais ce n'est pas une légende. Loin de là. Je ne lui donne pas sa victoire contre Vladimir Klitschko, qui n'a rien fait, qui a envoyé 20 mains droites et 5 crochets de gauche contre Tyson Fury dans le combat. D'ailleurs, un autre fait, Max Baer, qui n'était pas un boxeur très grand, CC2, CC1 environ, a détruit Primo Carnera, qui est 6-5, la montagne qui marche, presque 6-6 pour le titre des lourds. Donc, non. Ça, c'est de faire ses recherches. Ça, c'est de respecter l'histoire. Ce sont des faits. Et ce genre de boxeurs-là, que ce soit la Donald Trump ou n'importe qui, sont allergiques aux faits, sont allergiques à la vérité. Parce que la vérité les expose. La vérité, c'est que tu as eu l'air d'un imbécile contre Francis Ngannou en octobre 2023. Tu as embarrassé la boxe, tu as embarrassé la division des lourds, tu t'es embarrassé en chutant au plancher, en passant tout près de perdre le combat. Moi, j'avais quand même Tyson Fury gagnant. Et Anthony Joshua a fait qu'est-ce que toi, tu n'as pas été capable de faire. De sortir Francis Ngannou de la possibilité qu'il soit un boxeur, parce qu'il ne l'est pas. Et lui, il l'a fait en 2 rounds quand toi, tu as eu toute la misère du monde à le faire. Donc ça, c'était un œil au beurre noir à l'héritage de Tyson Fury. Néanmoins, j'ai bien de la misère contre quelqu'un qui ment. Puis c'est la même affaire pour l'appellation de champion linéaire. Champion linéaire, la définition de linéaire, c'est l'homme qui a battu l'homme. The man who beat the man. Comme, je pourrais dire, comme Ric Flair aime le dire à la lutte. Pour être l'homme, to be the man, you gotta beat the man. Et vous savez quoi? Il a absolument, absolument raison. Mais il faut se baser au début, à l'origine de ce qui aurait pu être le linéaire, ce qui aurait pu être les dynasties linéaires. Tout ça a commencé en 1892 avec John L. Sullivan, le premier champion des lourds avec gants de l'histoire. Et ça s'est terminé, si on veut, quand Gene Tunney a pris sa retraite, après avoir vaincu dans la controverse, le fameux combat du 20 secondes que Gene Tunney a visité le plancher contre Jack Dempsey. Il a pris sa retraite, donc on ne trouvait plus de boxeur C'était plus l'homme qui a battu l'homme. Gene Tunney, l'homme a battu l'homme. Jack Johnson s'est fait vaincre par Jess Willard. Jack Johnson a battu James G. Jeffries, même si James G. Jeffries s'était retiré. Jack Johnson, Jeffries était revenu comme le Great White Hope et s'est fait démolir par Johnson. Donc, on n'avait plus de champion en 1930. Donc, Jack Sharkey a vaincu Max Schmeling par disqualification, néanmoins, en 1930. Et ça a été le premier champion de la deuxième dynastie linéaire, si on veut. Et ça s'est arrêté avec
la retraite de Joe Louis, si on veut. Joe Louis s'est retiré après avoir régné de 1937 à 1949 sur la division des lourds avec 25 défenses de titre. Record qui n'est toujours pas battu, d'ailleurs. Très important de le mentionner. Et d'ailleurs, il avait gagné le titre contre l'homme Cendrillon, Cinderella Man, James J. Braddock en 1935. Et c'est le Cobra de Cincinnati, Ezzard Charles, qui a vaincu Jersey Joe Walcott, qui a mis les bases sur la troisième dynastie linéaire, si on veut. Qui s'est terminé, bien entendu, en 1956 avec Rocky Marciano, qui s'est retiré invaincu avec 49 victoires, aucune défaite, 43 knockouts. La quatrième dynastie linéaire a commencé avec Floyd Patterson, qui a battu Archie Moore. Et ça s'est terminé, si on veut, dans les années de Mike Tyson, un petit peu dans ces années-là. La dynastie linéaire, quand Larry Holmes a battu Mohamed Ali, il était champion linéaire. Mais Mohamed Ali s'était retiré en 1979. C'est important de le mentionner. Et Michael Spinks a fini par battre Larry Holmes en 1985 pour le titre IBF. Il a refusé d'affronter Tony Tucker. Et Mike Tyson, en ce temps-là, a unifié les trois couronnes, IBF, WBA, WBC, en battant Trevor Rebick, James Bone Crusher Smith et Tony Tucker. Et c'était une situation qui était assez unique parce que c'était la première fois que le meilleur de la division n'était pas le champion linéaire selon l'histoire. Donc, la ligne s'est poursuivie. Et c'est poursuivi avec la quatrième dynastie, avec Lennox Lewis, qui a battu Shannon Briggs. Shannon Briggs avait vaincu dans la controverse George Foreman. On continue toujours dans la quatrième dynastie. Puis, il faut mentionner quelque chose d'important. Lennox Lewis est arrivé dans l'échiquier et a vaincu, bien entendu, Shannon Briggs, même si Shannon Briggs n'avait pas de titre. Ça, c'était important de le dire. Puis finalement, Lennox Lewis a unifié les trois couronnes des lourds, en a gardé quelques-unes. Il a vengé sa défaite contre Asim Rackman, il a vengé sa défaite contre Oliver McCall pendant ce temps-là. Il a vaincu Vitaly Klitschko dans la controverse. Ça, c'est important de le mentionner en 2003. Le combat a été arrêté avec une coupure. Oui, c'était dû à un coup de poing au début, mais si on voyait, Lewis n'arrêtait pas d'agrandir la coupure avec sa tête. Et Vitaly Klitschko gagnait 4 rounds sur 6. Donc, ça aurait dû aller selon le règlement de l'UBC, ça aurait dû aller à la décision des juges après 4 rounds et on n'est pas allé. On a volé Vitaly Klitschko du droit d'être le champion en titre de l'UBC. Donc, on a voulu, après ça, Lennox Lewis a refusé d'affronter Vitaly Klitschko. Il a pris sa retraite. Encore une fois, on a parti d'une nouvelle dynastie linéaire. Et on aurait dû déterminer que Vitaly Klitschko est le nouveau champion avec ses victoires contre Kirk Johnson, le Dancing Destroyer Herbie Hyde, qui était 2 fois champion de BBO des lourds, le sniper Corey Sanders, dans un combat absolument dément en 2004, quand Corey Sanders a remporté les 4 premiers rounds contre Vitaly Klitschko. Il l'a brassé, comme j'ai jamais vu quelqu'un le brasser. Et il finit par gagner au 8e round par knockout pour le titre vacant de l'UBC, le titre que Lennox Lewis avait mis vacant. Et quand que Lewis a brisé la lignée, puis, même si on aurait déterminé Vitaly Klitschko champion, éventuellement, il s'est retiré, lui, ici, en 2013. On a déterminé que Vladimir Klitschko était le champion linéaire en 2018. Pourquoi qu'on a fait ça? C'est qui ont, d'ailleurs? 11, c'est Top Rank. 11, c'est d'ailleurs eux qui ont déterminé que Vladimir Klitschko était champion linéaire parce qu'il était champion unifié de WBA, WBO et IBF. Et d'ailleurs, ça faisait, quand que Tyson Fury l'a vaincu en 2015, ça faisait près de 10 ans qu'il était champion IBF quand il avait remporté le titre en 2006 contre Chris Bird. On a voulu promouvoir le retour de Tyson Fury en 2018, qui revenait, lui, après 3 ans de suspension pour dopage. Il avait d'ailleurs perdu sa licence pour ça. Et on l'aurait dépossédé des titres, WBA, IBF, WBO, mais il s'est retiré avant en citant qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Et ça, il a fait spinner ça souvent. Je ne sais pas qu'il n'avait pas, mais c'était comme son get out of jail free card au Monopoly, mais ça cachait l'ultime vérité qui a été suspendu pour dopage. On y aurait enlevé ses titres parce qu'il a triché dans la préparation du combat pour Vladimir Klitschko.
C'est ça qui est arrivé. Et le British Boxing Board of Control n'a pas niaisé avec ça. Ils ont suspendu Tyson Fury 3 ans. Beaucoup plus sévère en 2015 qu'ils sont aujourd'hui, ça je peux vous le dire. On regarde l'histoire d'Alicia Baumgartner, Anna Gabriel, des farces comme histoire en dopage. Et à chaque fois que Tyson Fury, on mentionnait Tyson Fury en 2018, dans ses combats de retour, à chaque 5 secondes, on mentionnait qu'il était champion linéaire. Joe Tessitore, le commentateur de Top Rank, le commentateur d'ESPN, le disait aux 5 secondes. Tyson Fury, le champion linéaire, le champion. D'un coup, cette appellation-là est devenue extrêmement populaire pour donner de la valeur et de l'importance au retour de Fury. Mais en fait, c'est quoi ce titre-là? Pourquoi qu'on aurait dépossédé Tyson Fury des 3 titres majeurs des lourds, mais on n'y enlève pas l'appellation linéaire? Parce que, dans le fond, il a triché. Il a triché, il s'est dopé. Il a été inactif pendant 3 ans. Ça prend quoi pour enlever un titre linéaire à un boxeur? Il a pourtant fait un déshonneur, une farce de lui-même. Je le répète, il a triché et il a été suspendu. Il n'a pas pu boxer pendant 3 ans et il est encore un champion. Non. Non, pas pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si on veut, là, on a bien utilisé ce type de promotion-là. On a inventé un titre fantôme à Tyson Fury. Et on y a fait de lui un monstre absolument inimaginable, plus grand que nature, parce qu'il est coloré, il est charismatique en quelque part. Mais là, il est en train de slipper. Le monde commence à percevoir qu'il est pas mal dans sa tête. Puis ce qui l'intéresse, c'est plus son narcissisme que la boxe lui-même. Donc, on regarde ça comme ça. Mais une autre question qu'on se pose, si la lignée a été brisée autant de fois, dans le fond, le champion linéaire est toujours Jim Toney. Il n'a jamais été vaincu. Vous allez me dire, il est mort, oui, mais il n'a jamais été vaincu pour le titre. Donc, si la lignée a été brisée 4 fois, 5 fois, si c'est plus, ça ne veut plus dire l'homme qui a battu l'homme. On détermine des champions par rapport les journalistes ou les experts. OK, c'est lui le champion linéaire. Donc, y a-t-il vraiment une importance ou une signification quand la lignée, la dynastie a été brisée quelques fois? Non, c'est plus l'homme qui a battu l'homme. On décide c'est qui l'homme. Et c'est qui, d'ailleurs? Celui qui est le plus coloré? Celui qui a été victime pour dopage? Le champion unifié? Ou vraiment le plus fort de la division? Parce qu'entre les deux, Klitschko, on s'entend Vitaly Klitschko est beaucoup plus dangereux et solide de la mâchoire que Vladimir. Lennox Lewis a tout fait pour le knocker, il n'a jamais réussi. Sur ce, on va passer au deuxième sujet. Et ça a encore lieu avec Tyson Fury. Alexis Barrière, un gaucher de Saint-Jean-sur-Richelieu, 11 victoires, aucune défaite, 9 knockouts, viennent de signer avec Groupe Yvon Michel. Alexis Barrière est un des partenaires d'entraînement du champion WBC des lourds. Et ça, c'est de l'excellente expérience. C'est de l'expérience que tu peux pas dire non à une offre comme ça. Qu'on aime ou non Fury est quand même un bon boxeur. Il va t'apprendre des choses. Et Alexis Barrière il est présentement encore en entraînement avec Akron Smakisi. Et on voit quelque chose en lui. Lui qui était entraîné par Laszlo Marien est maintenant entraîné par Sugar Hill, qui est le neveu d'Emmanuel Stewart, qui a entraîné Adonis Stevenson, ancien champion du monde WBC des Milo, et qui entraîne présentement Tyson Fury. Donc, Sugar Hill est en train de devenir il est déjà un entraîneur très réputé. On connaît son sérieux et son éthique de travail qui est vraiment spartiate. Et il a vu quelque chose en Alexis Barrière. Il a vu un potentiel. Et comme j'ai dit, la division des lourds va toujours être la division la plus populaire, la plus intrigante. Et Yvon Michel vient de réussir un coup de maître. Lui qui a eu une année très difficile avec les 2 défaites de Kim Clavel en championnat du monde. Kim Clavel qui a perdu son titre le 13 janvier en unification contre Jessica Neri-Plata. On peut disputer qui a gagné le combat. Moi, je pense que Kim l'a gagné, mais c'est très serré comme combat. On peut aussi penser que Jessica Neri-Plata méritait la victoire.
Et c'est pas incongru de penser qu'elle est la véritable gagnante dans cette histoire-là. Mais si on en revient à l'hécatombe du 7 octobre dernier, Kim Clavel contre Evelyne Bermudez, je mentionne que c'est quand même le vol de l'année chez les femmes, et peut-être même le vol de l'année tout court, parce que Kim Clavel gagnait minimum 8 rounds sur 10. Donc, ça a été une année très difficile pour Yvon Michel, qui s'est vu suspendre, qui s'est vu puni par la Régie des alcools et des jeux du Québec, à juste titre ou non. Mais c'est fait. Ce qui est fait est fait. Mais il y a une chose que je connais d'Yvon Michel, c'est qu'il ne faut jamais le compter out. Il ne faut jamais le compter out. Il connaît cette business-là de la boxe du fond en comble. Il sait comment survivre et il sait comment revenir au top. Ça, je peux vous dire. D'ailleurs, c'est les 20 ans d'anniversaire de Jim cette année qui ont commencé leurs opérations en 2004. Ils ont eu leur premier champion avec Joachim Alcine en 2007, qui a été champion de WBA des 154 livres avec une magnifique victoire contre un gaucher de Don King, Travis Sims, un gaucher très dangereux, qui était déjà 2 fois champion du monde avant d'affronter et le champion en titre quand il a affronté Alcine. Yvon Michel vient de peut-être réussir le même coup que Eye of Tiger ont fait en 2017 à Yvon. Parce qu'Arslanbek Makhmoudov devait être au début être un boxeur de gym. Et il s'est retourné sur une scène et est devenu un boxeur de Eye of the Tiger Management, ce qui n'a pas fait l'affaire à Yvon. Ça, c'est normal. Mais business is business. C'est une business qui est très rough, qui est très... les couteaux volent bas. Et on essaie de tirer la couverte de son côté le plus qu'on peut. Mais moi, je peux vous dire qu'il y avait des meetings secrets avec Régent Tremblay et Yann Pellerin de New Era Boxing pour pouvoir déterminer si Alexis Barrière pour avoir un partenariat et éventuellement faire le show chez Eye of the Tiger Management quand on sait qu'Arslanbek Makhmoudov boxe tout croche et qu'il n'y a pas grand-chose à faire après ce qui est arrivé avec Ajit Kabayel en décembre dernier. Makhmoudov ne s'est pas envoyé une main droite, il est toujours en déséquilibre. Mais Alexis Barrière est vraiment un poids lourd qui est en train... qui a du talent, là. Il y a un avenir. Là. Moi, je le crois, vraiment. Un gaucher qui cogne. On a vu contre Adam Braidwood, d'ailleurs, il l'a détruit en quelques secondes. Et il est le partenaire d'entraînement, comme je disais, de Tyson Fury. Et Sugar Hill voit du talent en lui. Yvon Michel vient de réussir un coup de maître parce que ce que New Era Boxing voulait faire avec Yann Pellerin, c'est d'opposer Alexis Barrière à Simon King, sortir Simon King de la retraite, et éventuellement en faire un combat avec Arslanbek Makhmoudov. Comme ça, Camille Stéphane aurait pu cacher out sur Makhmoudov, vu que Makhmoudov a, selon moi, qu'un seul outil pour devenir champion du monde des lourds, c'est la puissance. Parce qu'il bloque les coups avec son mâchoire, comme Ricardo Marioga. Pendant que Barrière passe des mois et des mois d'entraînement à peaufiner sa défense. Donc, les meetings secrets de Régent n'ont pas fonctionné. Et Yvon a pu mettre la main sur une nouvelle étoile pour lui. Et si je ne dis pas que Eye of Tiger n'a pas d'étoile, au contraire, ils ont plusieurs très bons prospects, Oslis Iglesias, John Orobio, Moreno Fandoro, Wilkins Mathieu, Christian Billy. C'est une compétition, c'est comme ça joue rough. Il faut l'accepter. Au New Era Boxing aussi, il vient de faire tout un gala avec Jean-Michel Poulain qui l'a vaincu contre Sébastien Bouchard. Et Canada Fighting avec Dougie Bernat, je veux aussi avoir leur lettre de noblesse. D'ailleurs, Sarah Couillard va bientôt se battre aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, sur ce, il y a aussi une troisième chose que je veux vous parler. Arthur Beterbiev contre Dimitri Bivol, conférence de presse demain à Londres pour officialiser le combat. Riyadh Season, en Arabie Saoudite. Un combat que Dimitri Bivol ne voulait pas au départ, mais Dimitri Bivol ne peut pas aller nulle part. D'ailleurs, Dimitri Bivol a fait un peu le même coup à Tyson Fury qui a fait Alexander Usyk, a dit à Mark Ramsey et son équipe en 2022, en juin 2022, juin 2023, excusez-moi. Ils ont dit à l'équipe de Ramsey et Beterbiev, on va vous offrir le combat en plein milieu du Ramadan. Ils savaient que c'était une date pour le Ramadan, puis Beterbiev, il est la foi musulmane et n'aura pas la même énergie pour un combat. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé, c'est que Arthur Beterbiev a callé le bluff de Dimitri Bivol et son équipe. Et il dit, on va le prendre le combat n'importe quand, même pendant le Ramadan. Puis Dimitri Bivol et Eddie Hearn sont disparus par magie.
C'est le fun quand que. J'ai adoré ce move-là de Mark Ramsey qui a vraiment tout un move de poker. Je suis sûr que Mark Ramsey est excellent au poker d'ailleurs parce que c'est très dur de lire ses expressions. Parfois. Mais Beterbiev contre Bivol, c'est quelque chose que tout le monde veut voir. Beterbiev, 20 victoires, aucune défaite, 20 knockouts. Le seul champion présentement actuel qui est invaincu, que toutes ses victoires sont par knockout. Il a unifié les titres en battant, en succédant à André Ward qui a abandonné les titres des mi-lourds avec ses victoires controversées contre Sergei Kovalev. On s'entend qu'Arthur Beterbiev a gagné le titre vacant IBF contre Enrico Colling, qui était un boxeur plus ou moins intéressant, mais il a su justifier ses titres. Premier titre IBF en 2017 contre Enrico Colling. Il a battu Alexandre Grozdik en 2019 en unification à Philadelphie, alors que Grozdik mais remportait pas mal les 5-6 premiers rounds. Beterbiev ne s'est jamais énervé avec ça. Grozdik, qui avait d'ailleurs gagné le titre contre Adonis Stevenson le 1er décembre 2018. On s'en souvient de cette date fatidique-là, où est-ce que Adonis a failli perdre la vie après ce combat-là. Et Grozdik est aussi un médaillé de bronze olympique. Il vient de la QV avec 2012 ukrainienne, avec Vassil Lomachenko et Alexandre Usyk. Donc, c'était tout un boxeur. Il a battu Isidro Preto. Je parle de 2 jours de Beterbiev. Il a battu des bons boxeurs comme Tavares Cloud, ancien champion du monde des mi-lourds, à son 6e combat professionnel. Il a battu Gabriel Campillo. Il a battu Callum Johnson, qui a déjà mis... que Callum Johnson l'avait mis au plancher. D'ailleurs, Beterbiev s'était relevé pour pouvoir le battre. Il a battu Jeff Page, des bons boxeurs. Et il a battu Irish Beast Joe Smith en unification en juin 2022 pour unifier les titres WBC, WBO et IBF, parce que Irish Beast, excusez-moi, était champion de WBO des mi-lourds. C'était au Madison Square Garden. C'était une grosse victoire pour Beterbiev de gagner au Garden. Et pour Mark Ramsey, c'est de marquer l'histoire. Et on a Dimitri Bivol de l'autre côté, qui a des victoires contre Jean Pascal, Isaac Chilemba, Umar Salamov, et Saúl Alvarez. Il a vaincu beaucoup de très bons boxeurs. Trent Brodus, Greg Richards, l'araignée. Et il est techniquement l'adversaire le plus dangereux pour Arthur Beterbiev, qui lui aussi a une technique à la Mike Tyson. Il évite les coups en avançant. Il est dévié pour pouvoir rester proche de toi et que tu te forces à t'ouvrir pour pouvoir t'abattre de l'intérieur, sur au corps ou à la tête, comme Tyson le faisait. On attend ce combat-là avec impatience et avec qu'est-ce que Riyad Season offre sur la table comme argent. Dimitri Bivol ne pouvait pas dire non à l'unification. C'est la différence, comme disait Anthony Joshua, entre être payé 40 millions là-bas et 7 millions en Angleterre. Riyad Season est en train de s'acheter littéralement la division des lots. Ils ont opposé Joseph Parker à Deontay Wilder, Joseph Parker à Zhilei Zhang, Aslanbek Makhmoudov s'est battu là-bas, Simon Keane s'est battu contre Parker aussi d'ailleurs, Ergovic s'est battu là-bas, et Tyson Fury contre Ngannou, Tyson Fury Usyk va avoir lieu là. La division des lourds est en train de vraiment d'être absorbée en Arabie Saoudite par Riyad Season, et ça va être le cas du combat de Beterbiev, qui va avoir la chance de se battre dans un fief musulman, la chance de devenir le premier champion 4 couronnes des mi-lourds. Il y a eu des champions 3 couronnes. Michael Spinks a été le premier. C'est médaillé d'or olympique aux Jeux de 76 à Montréal. Il y a eu Roy Jones Jr., il y a eu Sergei Kovalev, il y a eu Darius Milkaszewski, il y a eu André Ward. Et maintenant, il y a la chance le polonais, Darius Milkaszewski, qui a un style très similaire à Beterbiev. On va avoir la chance de voir le combat que tout le monde veut voir. Beterbiev contre Dimitri Bivol, un combat ultra compétitif, parce que c'est ça que la boxe a besoin, de la compétition. C'est plate de voir, de savoir comment un combat va se terminer. C'est comme d'aller voir un film que tu sais qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour Beterbiev Bivol. Ça peut aller d'un côté puis de l'autre. Sur ce, fan de boxe, fan du point de vue, je vous souhaite une excellente journée.